fois ça dit, on peut commencer. Donc, je vous ai mis dans les liens les adresses, enfin les liens, pardonnez-moi, pour trouver deux ouvrages sur lesquels ce cours va se baser, euh, c'est-à-dire l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme d'un côté et la science comme vocation de Max Weber, tous les deux. Le premier étant publié en 1905, le deuxième étant une conférence qui a été donnée en 1917. Pourquoi est-ce que je vous donne ces deux textes en même temps pour ce cours-ci? Eh bien parce qu'il me semble que Max Weber cherche à comprendre dans ces deux textes deux traits de notre modernité, deux traits de notre mode de socialisation aujourd'hui, euh, qui éclairent très fortement la manière dont l'épidémie Covid-19 est déployée comme fait social. Comment est-ce que voilà, nous déployons cette épidémie comme fait social. Alors, pour le dire très rapidement, et le cours consistera en une explicitation de ces affirmations, c'est comprendre comment est-ce que les notions de désenchantement du monde et de désacralisation du monde, désenchantement et désacralisation, on pourrait dire l'interdiction de produire des théories magiques et l'interdiction de sacraliser, euh, façonne, influence, détermine la manière dont nous vivons l'épidémie aujourd'hui. Voilà, c'est ça la thématique du cours, c'est-à-dire que c'est le couple désacralisation, désenchantement du monde, comme élément de notre modernité et comme condition de possibilité de la manière dont nous vivons l'épidémie. Pour le dire de manière plus brutale encore, il s'agit de comprendre avec Max Weber, qui écrit ses textes au tout début du XXe siècle, comment il est possible que nous vivions une épidémie sous la forme d'une expérimentation collective, les yeux fixés pour observer les résultats de cette expérimentation sur des indicateurs économiques et sanitaires. D'accord ? Voilà, donc je vais vous présenter ces deux textes. Pour ceux qui auront soif à la fin du cours d'en apprendre plus sur l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, je vous ai mis dans les liens, c'est le dernier, un lien vers un cours que j'ai donné spécifiquement sur l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme il y a plusieurs années à la Sorbonne. Donc vous pouvez aller le voir et ça sera donc une lecture beaucoup plus ligne à ligne et méthodique de cet ouvrage de Max Weber. Voilà. Sachant que, évidemment, il n'est pas du tout obligatoire d'aller prendre ce cours en plus, c'est simplement à votre disposition si vous avez le temps et l'intérêt d'aller le voir. Bien. Et pour les autres, ça pourrait être utile à la période des révisions. Alors, je vais vraiment procéder très très simplement en vous présentant les deux ouvrages l'un après l'autre, dans le mauvais ordre, c'est-à-dire le plus récent d'abord et puis ensuite le plus ancien. Donc je vais commencer par vous présenter un texte qui est tiré d'une conférence de Max Weber et qui s'appelle « La science comme vocation ». Conférence donnée en 1917 et qu'on associe souvent à une autre conférence qui a été donnée en 1919 et qui s'appelle « La politique » ou « Le politique comme vocation ». Le politique comme vocation, c'est une conférence qui reste extrêmement célèbre, notamment parce qu'elle distingue l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité. Je vais laisser cette conférence de côté parce qu'elle n'est pas dans l'objectif du cours, et par ailleurs, elle n'est pas présentée dans le manuel. Je vais donc me consacrer aujourd'hui au petit extrait de cette conférence que vous avez dans le manuel, et par ailleurs, si vous voulez avoir accès à la totalité de la conférence, vous allez sur le lien que j'ai proposé dans la discussion. Alors, la science comme vocation, c'est une conférence qui s'inscrit dans la recherche générale de Max Weber de comprendre un aspect de la modernité, et qui est le processus de rationalisation du monde, de rationalisation de l'activité humaine, de rationalisation de notre rapport à ce qu'on voit, ressent, observe, ou encore de la manière de prendre des décisions ou de construire des situations de domination. Donc globalement, dans une perspective d'histoire universelle, Max Weber s'intéresse au processus de rationalisation du monde dans lequel la science a eu un rôle moteur.
Max Weber va nous proposer plusieurs points de vue. D'abord, tout simplement, à partir de l'exemple du tramway dont je vous ai parlé la semaine dernière, comment est-ce que la rationalisation du monde s'inscrit dans le quotidien de chacun, dans la relation que chacun peut avoir à son expérience vécue. Ensuite, il va nous parler du vécu du scientifique et des conditions de production de la science, on pourrait dire du paradigme de la science, c'est-à-dire des conditions économiques, sociales, idéologiques, matérielles de production des connaissances. Et un troisième point de vue sera d'un point de vue beaucoup plus général et sociétal, l'impact de la manière dont nous faisons de la science aujourd'hui et de la place que nous donnons à la science aujourd'hui dans notre société sur la production de symbolique, sur la production de social. Donc c'est ces trois dimensions, individuelle du scientifique, et ensuite très collectif, ces trois dimensions-là qui vont être décrites dans le texte. On va voir ensemble que chacun de ces aspects fait écho ou nous permet de comprendre, pour être plus précis, nous permet de comprendre des réalités observées pendant l'épisode de la Covid-19. Petit point de parenthèse, n'hésitez pas à me couper la parole et à intervenir quand vous voulez. Vous êtes totalement autorisé à me couper la parole n'importe quand si vous avez une question. C'est un cours qui est technique, rapide. N'hésitez pas. On n'a pas tant que ça l'occasion de se voir, donc n'hésitez pas. Je vous rappelle que chez Max Weber, les objets produits, les objets étudiés, sont des modes d'intelligibilité du réel, des idéotypes, et pas des faits. C'est-à-dire qu'on ne se met pas à l'extérieur du phénomène pour le comprendre factuellement, on se met à l'intérieur et on cherche à comprendre les acteurs. Qu'est-ce qui motive le scientifique? Qu'est-ce qui fait vocation pour lui? Qu'est-ce qui fait sens? Et on se met le plus proche possible de l'ensemble des citoyens pour comprendre comment la place de la science, et on pourrait dire la science et le capitalisme comme idéologie, je souris parce que ça fait référence à un titre du philosophe allemand Jürgen Habermas qui s'appelle La science et la technique comme idéologie, mais là je dis bien la science et le capitalisme comme idéologie, impacte le vécu ressenti par chacun tous les jours. Alors on va commencer par là. Max Weber nous dit, dans le fond, dans les sociétés occidentales modernes qui sont à la pointe de ce mouvement de la civilisation humaine vers la rationalisation, la science s'est substituée à la religion. La science s'est substituée à la religion sur un grand nombre de domaines. Pas tous, mais un grand nombre. La science, même si elle a des temples et des lieux au fonctionnement ritualisé, comme des académies, n'organise pas de messe, ne fait pas à proprement parler de culte. Néanmoins, elle répond à des questions auxquelles traditionnellement c'est la religion qui répondait. Quelle est l'origine de l'humanité? Quelle est l'origine du monde? Et ce que nous dit Max Weber, c'est que tout un chacun, ceux qui n'ont pas accès à la connaissance scientifique, tout un chacun fait le pari de l'ignorance dans l'hypothèse qu'on pourrait nous expliquer rationnellement les choses. Par exemple, s'il pleut, je ne sais pas pourquoi il pleut, mais je n'imagine pas que c'est parce que j'ai contrarié la divinité ou parce que je lui ai plu. Je fais le pari que on pourrait m'expliquer rationnellement, si j'interroge un météorologue, pourquoi il pleut. Je ne sais pas pourquoi le soleil se lève, je ne vais pas imaginer, je refuse d'imaginer que c'est parce qu'il y a le dieu du soleil avec son char qui emmène le soleil à travers l'espace. Je fais le pari qu'un astronome pourrait m'expliquer rationnellement pourquoi le soleil se lève à telle heure. Si je vois un arc-en-ciel, je n'imagine pas qu'il s'agit d'un serpent qui fait le lien entre les nuages et le sol, pour bien amener l'eau à s'ancrer dans le sol. Je fais le pari qu'on pourrait m'expliquer rationnellement la formation de ces phénomènes naturels. Donc, alors lui, l'exemple qu'il donne, c'est un tramway. Il dit voilà, dans un tramway, personne ne sait comment ça fonctionne, mais tout le monde fait le pari qu'on pourrait expliquer rationnellement pourquoi ça n'est pas un dragon ou des petits lutins qui poussent le tramway. En d'autres termes, nous suspendons toute explication magique du monde, nous suspendons la production théorique, individuelle ou collective, non scientifique, dans l'hypothèse qu'on pourrait nous expliquer rationnellement le monde.
Et à ce sujet, je vous invite à considérer tous les, la position de l'essentiel des représentants des cultes dominants à l'échelle mondiale, c'est-à-dire rassemblant le plus de fidèles, catholiques, protestants, juifs, évangéliques, musulmans, chiites, sunnites, hindouistes, shintoïstes, etc. L'immense majorité de ces représentants des cultes et de ces autorités religieuses ont laissé aux autorités scientifiques la définition de la maladie, sa description, la description des relations de cause à effet, et le salut, la question du salut, comment est-ce qu'on se sauve de cette maladie. Donc c'est vraiment une suspension aussi bien de l'activité imaginaire individuelle, de l'activité imaginaire collective, ou de la gymnastique des vérités révélées, en faisant l'hypothèse, le pari, que soit la science pourrait aujourd'hui nous expliquer rationnellement les phénomènes, soit la science pourra un jour nous expliquer les phénomènes. Donc, notre position dans la modernité se caractérise par une forme d'ignorance confiante. Je ne sais pas, mais j'ai confiance dans le fait qu'on pourra m'expliquer rationnellement. Et ce faisant, je m'interdis de produire une théorie magique expliquant les phénomènes. Vous voyez, vous êtes face à des inondations qui ont massacré un village dans des montagnes à côté de Nice. Si je suis du point de vue, on pourrait dire traditionnel, dans un cadre d'une société traditionnelle, n'importe quelle éleveuse de chèvres perdue dans la montagne peut produire une théorie sur le fait que c'est parce qu'on a mécontenté tel petit dieu local. Dans la position moderne que nous décrit Max Weber, on s'abstient de produire des théories d'explication non scientifiques du monde, ou on les trivialise, on les rend triviales. Par exemple, je peux m'amuser à dire que si mon ordinateur démarre pas, c'est parce que je lui ai pas fait un câlin. Si ma voiture, à qui j'ai donné un petit prénom, ne démarre pas, c'est parce que j'ai pas bien caressé son moteur comme d'habitude. Mais quand même, je sais au fond de moi que c'est pas vrai, et que c'est une théorie triviale, et qu'on pourrait m'expliquer rationnellement pourquoi elle ne démarre pas. Bien. Cette science, qui est devenue religion, a un impact considérable sur la stabilité de ce qui est mis en partage. Pourquoi ? Parce que quand une société produit des énoncés, elle a besoin que ces énoncés soient pérennes. Par exemple, ça touche aussi bien les connaissances de l'origine du monde ou de l'humain. Si vous allez voir un grand prêtre dans une société traditionnelle, un chaman, et vous lui dites quelle est l'origine du monde, il va vous répondre tous les jours la même chose, et puis il va rajouter que de tout temps, on a toujours raconté cette histoire, parce que c'est une histoire primordiale, ça a toujours été comme ça. Même si l'histoire change. L'important, c'est de prétendre qu'elle est primordiale, primitive et éternelle. Si vous allez voir un scientifique, il va vous dire l'état de la science aujourd'hui, c'est ça. Avant, on a pensé autre chose, et quand on aura démontré encore autre chose, la réalité sera différente. Une théorie scientifique n'est vraie que si elle est falsifiable, que si on peut démontrer qu'elle est fausse. D'accord ? Potentiellement, et donc la dépasser. Par conséquent, il faut admettre que un énoncé juste aujourd'hui en science, je ne sais pas, les enfants transmettent peu la Covid, peut-être demain, fausse. Les enfants transmettent beaucoup la Covid. Donc, en basculant dans un régime scientifique de connaissances, de production de connaissances, le social se retrouve sur quelque chose auquel il n'a pas du tout habitude. Il va chercher, pour nourrir son fonctionnement, des éléments par nature instables, alors que lui, il a besoin d'éléments par nature stables. On établit des conventions entre nous. D'accord ? Par exemple, on n'a pas le droit, quand on croise quelqu'un, de le violer, de le voler, de le tuer. C'est une convention stable. Okay ? Si elle était instable, on ne pourrait plus vivre. Si ce qui est vrai aujourd'hui était faux demain, vous ne pourriez plus sortir parce que vous ne sauriez pas si on va rétablir la convention qui interdit à quiconque de vous tuer, de vous violer, de vous voler. Bon. Avec la science, ça n'est pas vrai. Avec la science, ce qui est vrai aujourd'hui, par exemple les précautions qu'on doit prendre pour sortir et ne pas attraper la Covid, peuvent devenir demain fausses. Et c'est absolument nécessaire.
Parce qu'il ne s'agit pas de vérité révélée, mais bien de démonstrations scientifiques qui peuvent toujours être invalidées par la suite. D'accord ? Donc on fait rentrer dans le social des outils qui ne sont pas du tout faits pour ça, et qui sont très déstabilisants. Par exemple, dans la période de la Covid, vous voyez régulièrement des gens dire « c'est complètement incompréhensible, on nous dit un jour quelque chose, l'autre jour l'inverse. Portez des masques, portez pas de masques, les enfants sont contaminants, les enfants sont non contaminants. » On ne sait pas à quel sens se vouer à cet endroit-là. Et de la même manière, et de façon assez paradoxale, vous avez une société qui réclame de la rationalité et qui ne comprend pas les arbitrages qui sont faits entre des rationalités différentes. Bon, par exemple, le gouvernement nous dit voilà, on va fermer les petits commerces. Ce sont des commerces non essentiels, il faut qu'ils ferment. Les petits commerçants disent c'est complètement irrationnel puisque nous sommes beaucoup moins contaminants qu'un RER ou des transports en commun massifs. Donc pourquoi est-ce qu'il est essentiel que les gens continuent à travailler et que nous on cesse de travailler? Et puis nous on est essentiel à la vie. Si l'État avait dit non pas non essentiel mais ne correspondant pas à des besoins élémentaires, peut-être aurait-il mieux compris, parce qu'on peut objectiver besoins élémentaires, pas essentiel. Essentiel, ça relève quasiment du sacré. C'est quelque chose qui relève de l'imaginaire, tandis que besoin essentiel, c'est facile, c'est se nourrir, se laver, etc. Mais en réalité, ce qui est très inconfortable pour le gouvernement, c'est que dans un arbitrage entre rationalité économique et rationalité sanitaire, il produit de la décision subjective, qui n'est pas rationnelle, qui relève d'un arbitrage. Nous ne voulons pas mettre en danger l'économie en empêchant la plupart des personnes d'aller travailler, en supprimant par exemple les transports, mais on veut quand même ne pas mettre trop en danger la population en supprimant certaines activités économiques qui occasionnent du déplacement non essentiel. Enfin, vous voyez, il y a cette espèce de zone grise entre des rationalités qui est engagée, qui est nécessairement engagée, et face à ça, la population va dire « mais oui, mais c'est insupportable. Rationnellement, on ne peut pas justifier notre fermeture. » Bien. Par ailleurs, devant une rationalité qui est nécessairement instable, désincarnée, froide, qu'elle soit économique ou médicale, il y a un appétit, finalement, pour l'ancien régime de signification, qui consisterait à rechercher du sacré, de l'intouchable, du beau, du splendide, du transcendant. Alors, on va chercher soit le sauveur, par exemple Didier Raoult, soit quelque chose à qui rendre un culte, quelque chose autour duquel communier, ne pas être des individus fonctionnels dans un ensemble opérationnel, mais être une communauté capable de fusionner, capable de s'émouvoir ensemble. Par exemple, les applaudissements au balcon qu'il y a eu lors de la première, lors de le premier confinement. Or là, il y a une confrontation en fait entre des gens qui ont dit nous voulons communier, et puis de l'autre des gens qui ont dit oui, mais pas sur notre dos, venez plutôt manifester avec nous. En réalité, l'hôpital n'a rien de sacré. Vous voyez bien qu'elle est maltraitée, qu'on nous met sans cesse sous pression, qu'on nous réduit les lits, qu'on nous empêche de travailler, qu'on est une variable d'ajustement purement économique, qu'on est traité dans le cadre d'une rationalité économique comme un coût devant être transformé de manière à devenir rentable. Et à cet endroit-là, si vous voulez, il y a eu une telle désacralisation entre les deux confinements du corps médical qu'on ne peut plus utiliser le corps médical comme un symbole permettant de construire un culte et donc une occasion de communier. Bien. Mais retenez simplement ce premier aspect, vraiment le plus simple. Dans un monde désenchanté, dans un monde où c'est la science moderne qui est devenue qui s'est substituée à la religion, l'individu et les collectifs s'interdisent d'expliquer le monde à travers des théories magiques, des théories qui font symbole, qui font du commun, en faisant le pari qu'on pourrait leur expliquer rationnellement le monde. Et là-dessus, j'attire votre attention sur le fait que même les théories complotistes ou les théories conspirationnistes prétendent en fait déployer une rationalité alternative. Ils ne proposent pas une explication magique. Ils tentent de démontrer par d'autres méthodes, et rationnellement,
des faits. C'est-à-dire qu'on est vraiment totalement imprégné de rationalité. C'est pas la rationalité qui vient du haut, c'est vraiment le cœur de notre socialisation et du rapport au monde. Deuxième remarque, dans le texte, dans la conférence de Max Weber, la condition du scientifique. Alors il nous montre comment elle s'est construite historiquement, comment est-ce que d'abord on a construit l'outil des concepts, de la réflexion conceptuelle, comment ensuite on a développé et déployé les pratiques expérimentales, jusqu'à en arriver à finalement des expérimentations sociales comme aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, littéralement, c'est ce que nous faisons de l'expérimentation. Par exemple, nous sommes face aux données d'un problème, nous mettons en place un protocole et nous regardons au bout de quelques semaines quel a été l'impact du protocole. Ce sont des expérimentations à l'échelle sociale globale. En gros, ce que nous dit Max Weber, c'est l'Antiquité a inventé le concept, la Renaissance a systématisé l'expérimentation, et on pourrait rajouter aujourd'hui l'expérimentation avec les indicateurs de croissance, avec tous les indicateurs sanitaires, peuvent se faire à l'échelle d'une société en général ou de sociétés ou d'entreprises en particulier. Donc nous sommes passés de quelques personnes, quelques philosophes utilisent des concepts, à les scientifiques déploient la méthode expérimentale, à le politique s'empare de la méthode expérimentale à l'échelle sociale globale. Une fois encore, si je vous perds, si ça va trop vite, vous m'arrêtez et on ralentit. J'ai bien conscience que ce cours est musclé. Oui, bien sûr. Alors, Max Weber nous propose une chronologie de l'évolution, une chronologie du processus de rationalisation, de la manière suivante. L'Antiquité invente le concept et le raisonnement conceptuel, c'est-à-dire in abstracto, hors de la réalité. La Renaissance invente la généralisation de l'expérimentation, c'est-à-dire je démontre à travers une expérimentation. La modernité invente l'expérimentation à l'échelle sociale globale. Par exemple, ce que nous sommes en train de vivre dans l'épidémie, c'est un protocole expérimental à l'échelle de toute la société. Mais ça, vous pouvez le comprendre tout simplement. Comme je vous dis, nous avons des données, nous mettons en place un protocole scientifique et sanitaire et social pour influencer ces données, pour obtenir un résultat, et ben voilà, on expérimente et on regarde les résultats. C'est exactement comme une expérience en laboratoire. Sauf que c'est produit par le politique et sur la totalité du stock humain. C'est comme ça qu'on définit une biopolitique, c'est-à-dire une politique du vivant. Bien. Alors, le scientifique là-dedans. Deuxième moment, la vocation de scientifique. Donc le scientifique va chercher à produire des connaissances en compétition avec d'autres producteurs de connaissances, d'autres scientifiques. De plus en plus, et déjà Max Weber l'identifie, dans des modalités capitalistes, c'est-à-dire en devant justifier par la production de connaissances l'investissement qui est fait sur lui. Et ça, si vous regardez par exemple le financement de la recherche au niveau européen, c'est systématique, c'est-à-dire qu'on associe un financement au fait que des acteurs privés soient intéressés par le résultat, et ça s'intègre dans le projet. Donc il nous dit, dans le fond, la vie du scientifique est totalement transformée. Auparavant, le scientifique était un contemplatif, quelqu'un qui attendait l'intuition, qui expérimentait à son rythme, qui cherchait des mécènes pour pouvoir se livrer au loisir, à l'osium, à la réflexion gratuite. Aujourd'hui, sa connaissance doit produire du profit. Et ça, évidemment, on peut immédiatement le lier à l'épisode de la Covid-19. On le verra plus tard avec la notion de désacralisation. Mais dès maintenant, on peut apercevoir que, par exemple, les deux chercheurs allemands qui ont produit les éléments pour fournir un vaccin à la société Pfizer ont gagné énormément d'argent, on va vendre ces vaccins, on vend les masques, on vend le matériel médical, le problème des hôpitaux est présenté comme un problème économique. Enfin, vous voyez, c'est vraiment, on a complètement fait basculer
le travail de la science, des scientifiques et largement par ailleurs des soignants, du côté d'une pensée comptable. Et en ce qui concerne la production de médicaments ou la production d'outils médicaux, très clairement dans un régime marchand. Troisième point, et qui, si vous le reliez à la posture individuelle très inconfortable qui va avec le désenchantement du monde, c'est ce qu'on pourrait appeler la désignification. C'est-à-dire que la science peut apporter des explications, mais pas des significations. Elle peut vous dire ce qu'est la mort, mais pas quel est le sens de la mort. Pourquoi je dis inconfortable? Parce que j'ai expérimenté d'ailleurs ça. C'est inconfortable de ne pas savoir quoi répondre. Quand on vous dit qu'est-ce que c'est que l'humain, d'où vient l'humain, d'où vient le monde, qu'est-ce que c'est que le monde, c'est quoi l'histoire du monde, un registre mythologique ou religieux vous permet de répondre immédiatement, d'une manière très facile. Et ça, moi, je l'ai expérimenté. Poser cette question, par exemple, à des populations très croyantes, elles ont immédiatement une réponse à vous donner sur ces questions. Si je vous pose la question d'où vient l'humain, c'est quoi l'humain, et puis ensuite, quels sont les quatre principes fondamentaux de la théorie de l'évolution de Darwin, vous ne savez pas répondre. Vous êtes un petit peu... si je vous dis qu'est-ce que c'est que le Big Bang, ben, vous ne savez pas quoi me répondre. Puis vous le savez probablement d'autant moins que même les physiciens armés de la théorie des cordes et des supercordes ne savent pas donner une réponse absolue sur ce qui s'est passé juste avant et juste après le Big Bang. Donc on a affaire, du fait de cette confiance donnée en la connaissance scientifique, à des trous dans notre interprétation du monde qui relèvent de l'inconfort. Alors, des significations. Mais par exemple, on ne sait pas pourquoi, pour quelle raison, quelle est l'intention qui motive cette maladie. Ça n'a pas de sens. Mais on ne sait pas non plus quel sens donner aux morts. Et là-dessus, je vais vous donner un exemple qui m'a causé une colère hier et pour laquelle j'ai fait une vidéo que vous n'avez pas besoin de regarder parce qu'elle était faite sous le mur de la colère. Hier, c'était l'armistice et donc la célébration, la commémoration des morts pour la guerre 14-18. Et donc, dans de nombreuses communes françaises, on a fait des cérémonies dans lesquelles on a rendu hommage aux morts de la guerre 14-18, soit en les nommant et en scandant la liste des noms de la formule « mort pour la France », soit en rendant hommage aux morts pour la France demeurés inconnus, qui sont les soldats inconnus. Or, il n'y a pas de tombe du patient inconnu mort de la Covid. Et on ne va pas rendre hommage 100 ans après ou 102 ans après aux morts de la Covid, pour une simple et bonne raison, qui est qu'eux ne sont pas morts pour la France. Ils sont morts du fait d'un dysfonctionnement physiologique ou d'un dysfonctionnement social ne leur permettant pas de leur donner le meilleur traitement. Ou encore d'un choix social, disons que bon, bah, voilà, pour les personnes trop âgées, c'est mieux plutôt de les pousser à une mort douce plutôt que de les soigner à un grand coût et pour une fin de vie qu'on estime ne pas en valoir la peine. Donc on a en fait à disposition qu'une forme de rationalité explicative, mais en revanche, il n'y a rien qui donne du sens à ces morts-là. Pourquoi ils sont morts? Pourquoi ces absences? Et face à ça, il va y avoir des théories bricolées sur l'absence, sur comment gérer l'absence, etc. Mais néanmoins, on doit, pour respecter le pacte global que nous avons par rapport aux significations, ne pas s'adonner à la production de théories non scientifiques sur le sens de ces morts-là. J'en parle avec d'autant plus de liberté que Max Weber en parle longuement dans la vocation scientifique, sur le fait que des principales caractéristiques d'une société moderne, c'est d'avoir une mort qui n'a pas de sens. Et corrélativement, une vie qui n'a pas de sens non plus. Elle n'a pas de sens parce que individuellement et collectivement, nous nous interdisons de produire des théories non scientifiques. Ou alors nous les trivialisons. Bien. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une société désenchantée? Ou pour le dire autrement, qu'est-ce que c'est qu'une société moderne?
C'est une société dans laquelle nous nous interdisons de produire des objets symboliques qui procèdent de connaissances non scientifiques du monde. Alors, bien sûr, on en fait quand même, bien sûr, on essaye d'en... On ne peut pas être complètement dépenaillé de ce point de vue-là. Mais vous voyez par exemple que face à un événement inattendu tel que la Covid-19, pour l'essentiel, nous nous interdisons collectivement une interprétation non scientifique. Ce qui, de manière générale, décharne, enlève la chair. Et vous voyez, même les élans de communion, même les élans comme ça où on essaye de créer un objet autour duquel on pourrait rendre un culte, par exemple aux soignants, finalement cèdent devant une analyse rationnelle de la situation. Nous voyons objectivement que, en aucun cas, on ne peut dire que les soignants relèvent du sacré, puisqu'ils n'échappent pas à la logique générale de rationalité économique et de choix économique. En gros, ils n'échappent pas au commun. Par conséquent, ils ne sont pas sacrés. Par conséquent, on ne peut pas leur rendre un culte. Mais à la rigueur, participer avec eux à un effort pour participer du sacré dans une autre société, enfin dans une société changée. Donc voilà, on est face à cette désignification, face à des morts qui ne signifient rien, face à des morts à qui on ne peut pas rendre un culte, face à des morts autour desquels on ne peut pas communier. On peut d'autant moins communier qu'en plus, c'est à cause d'eux, si je puis me permettre, que des mesures sanitaires avec impact économique seront prises. Donc dans le fond, je ne sais pas si vous vous rendez compte, le nombre de morts est un indicateur motivant la répression des actions. Voilà. Il faut une société très particulière pour produire une situation pareille. Je veux simplement que vous compreniez ça. Il faut bien comprendre que c'est pas du tout naturel pour une société, par exemple, de suspendre son activité au nom du risque. Et de tout à fait, socialement, accepter un risque parce qu'on trouve que c'est mieux et que c'est moralement plus justifié. On choisit, par exemple, je sais pas moi, garder des autoroutes ou de garder des routes, alors qu'on sait que ça produit des morts. Il y a des sociétés qui décident de pénaliser l'avortement, alors qu'on sait que ça produit énormément de morts. Il y a des sociétés qui décident de généraliser l'excision, alors qu'on sait que ça produit énormément de morts. Tout ça procède de choix sociaux. Et là, on a produit un choix social autour de ça. Et c'est vraiment penser sur une modalité de volonté de maîtrise du réel et des corps à partir de l'usage conjugué de deux rationalités, économiques et technoscientifiques d'autre part. Et donc dans une modalité qu'on pourrait dire très nettement décharnée. Mais je vous laisse par ailleurs lire tranquillement le texte de Max Weber dans le manuel. C'est un extrait très court et très facile à lire parce que c'est le texte d'une conférence, c'est une langue très parlée, dont vous en tirerez sans mal. On passe maintenant au deuxième texte, l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. On est déjà dans un monde désenchanté, on va passer dans un monde désacralisé.
Pourquoi est-ce que je m'intéresse à la désacralisation? La désacralisation, c'est le fait de prendre quelque chose de sacré et de le faire basculer dans le régime du commun, dans celui auquel tout le monde peut accéder. Et vous avez probablement remarqué que dans la crise du Covid-19, on remarque qu'il n'y a rien de sacré. Il n'y a rien qui échappe au commun, et à un commun en particulier, qui est la marchandisation. Tout peut rentrer en marchandisation. Exemple, les deux inventeurs la technique qui veut servir au laboratoire Pfizer à produire des vaccins vont faire fortune. Pfizer va faire fortune. L'action de la bourse Pfizer a explosé avec cette annonce. Donc les vaccins, le salut va être vendu. Mais les masques sont vendus, évidemment. Mais je sais pas moi, les respirateurs artificiels sont vendus, les services à domicile qui vous permettent de survivre quand vous êtes bloqué à domicile sont vendus. Tout fait l'objet de vente. Et il y a du profit qui est fait sur le malheur commun. Bon. Il n'y a rien qui ne soit pas vendu. Mais de la même manière que dans notre société en général, on peut vendre de l'air, on peut vendre de l'eau, on peut vendre de la terre, on peut vendre du feu, on peut vendre... Il n'y a rien qui échappe. On peut vendre des corps, voilà, on peut tout vendre. Et quelques petits bouts de parcelles qui échappent un tout petit peu, tout petit peu. C'est pas dans tous les pays du monde qu'on peut louer son ventre quand on est une femme, c'est pas dans tous les pays du monde qu'il est légal de se prostituer, mais vous voyez bien que dans de nombreux pays, ça l'est, et deuxièmement, il s'agit d'interdictions qui sont en quelque sorte formelles. Alors, voilà de quoi on va parler quand on va parler de désacralisation du monde. L'ouvrage de Max Weber, L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, j'aime bien le penser comme écrit en quelque sorte par accident, par sentiment d'urgence. On est donc en 1905 et Max Weber travaille à une théorie générale des religions et à une sociologie générale des religions. Il pense aux religions en général. Et il est confronté dans son quotidien à une polémique qui enfle en Allemagne pour savoir pourquoi certaines confessions réussissent mieux dans les affaires que d'autres. Et à ce moment-là, on se bat à coups de statistiques dans les journaux allemands pour expliquer que ce sont les juifs qui réussissent le mieux dans les affaires parce qu'ils sont prêts à tout, ils n'ont pas de valeur. Contrairement aux catholiques qui sont désintéressés, eux sont très intéressés, ils vendraient père et mère pour faire du profit. Et puis certaines statistiques ou certains arguments, certains polémistes plus marginaux qui commencent à dire que non, ce sont les protestants qui sont les meilleurs capitalistes et qui réussissent le mieux dans les affaires. Le tout en regardant qui dirige les boîtes, qui les possède, etc. Et face à cette polémique, Max Weber, même si d'une certaine manière il prend plutôt parti pour la seconde option, va procéder de manière totalement différente. Il va nous dire on va essayer de comprendre le capitalisme sauvage qu'on a sous les yeux, et si on essaye de comprendre comment il est possible que nous soyons organisés selon ces règles-là, selon les règles du capitalisme sauvage qu'on a sous les yeux, alors on s'aperçoit que ce capitalisme est la dégénérescence, est le produit dégénéré de valeurs protestantes, on pourrait dire même les valeurs d'éthique au pluriel, protestantes au pluriel, qui ont nourri et fondé une certaine pratique du capitalisme. Et donc, on va regarder les valeurs fondatrices, certaines valeurs fondatrices du protestantisme, voir comment elles ont influencé certaines formes de capitalisme et nourri certaines formes de capitalisme, et ensuite comment elles ont dégénéré. J'attire votre attention sur ce fait. Max Weber n'est pas du tout en train de nous dire Martin Luther a prêché pour qu'on construise le CAC 40 et la spéculation folle, mais il nous dit certains principes du capitalisme sauvage actuel ne sont pensables et possibles
comme principe de fonctionnement de société en général, qu'à partir d'une influence protestante au départ, qui a produit des manières de penser, des manières de sentir, qui ont dégénéré en ce qu'on est en train de voir. En gros, il nous donne les moyens de penser une évolution, la logique d'une évolution historique. Mais gardez ça en tête, il s'agit bien de l'histoire d'une dégénérescence. Rappelez-vous que Max Weber est issu d'une famille protestante. Donc, en guise de rappel, pour ceux qui ont envie d'approfondir ce texte, confère le lien vers la vidéo du cours consacré tout entier à cette œuvre. Alors, Max Weber va procéder à une forme de, on pourrait dire, archéologie du protestantisme, en passant en revue ce qu'il appelle les différentes sectes protestantes, à savoir les luthériens, dès les textes de Luther au XVIe siècle, les calvinistes, les sectes baptistes, Quakers, etc. Et dans chaque secte, il va trouver un élément. J'utilise le terme secte à dessein, parce que c'est celle qu'utilise Weber, et Weber l'utilise parce que la singularité des protestants, c'est de refuser la constitution d'une église entre eux et la divinité, entre eux et Dieu. Les protestants revendiquent d'abord et avant tout un accès individuel et direct au texte, et un accès direct et individuel au jugement divin, sans passer par l'intermédiaire d'une église constituée, et d'une hiérarchie ecclésiastique. Il va par exemple chercher, dans le luthérianisme, la notion de Beruf, B-E-R-U-F. Notion qui nous intéresse d'autant plus, et qui signifie vocation, notion qui nous intéresse d'autant plus, que les deux conférences « T'as compris ou tu veux qu'on demande à l'oral » demandez à l'oral, je vous en prie. Oula. Le chat dégénère. Demandez-moi, dites-moi, que se passe-t-il? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Bon, j'enchaîne et je vous laisse formuler votre question. Ah, d'accord, super. Donc la notion de Beruf, la notion de vocation, c'est-à-dire je me réalise sur terre et je plais à Dieu, non pas en faisant des prières, non pas en donnant de l'argent à l'église, non pas en rachetant mes péchés à l'église, mais en travaillant. Et donc le travail individuel devenant le lieu de réalisation de soi. C'est un changement très important. C'est-à-dire que pour plaire à Dieu, je n'ai pas besoin de faire des actions validées par un corps spécialisé que serait l'Église, j'ai besoin de travailler et de réussir dans mon travail, de réaliser ma vocation. Deuxième notion, la notion de prédestination, présente dans quelques sectes protestantes, pas dans toutes. Et la doctrine de la prédestination, c'est l'idée que Dieu a déjà prévu pour moi un travail, et donc en réalisant ce travail, en réussissant ce travail, je manifeste face à la communauté mon élection par Dieu, il avait choisi pour moi ce sort. Donc je démontre que je plais à Dieu en réussissant professionnellement. Donc ça n'est plus à la communauté de m'assigner un métier, ce n'est pas à la corporation de m'assigner un métier, c'est littéralement Dieu qui l'a déjà fait, et moi qui démontre en quelque sorte cette alliance transcendante avec le divin, à travers ma réussite. Troisième point, ce que Max Weber va appeler l'ascétisme protestant. Et l'ascétisme protestant, ça n'est pas du tout l'idée d'une vie érémétique, c'est-à-dire vivre comme un ermite ou comme un moine
tout seul dans la montagne ou tout seul sur une colonne à manger des mouches ou à manger un grain de raisin par semaine. C'est pas ça l'ascétisme protestant. L'ascétisme protestant, hop, ascétisme. Bon. L'ascétisme protestant, c'est de ne pas jouir de l'argent qu'on gagne ou des biens dont on dispose, de ne pas croire que l'on possède réellement l'argent qu'on a ou le capital social ou le capital matériel dont on dispose, mais de toujours l'utiliser comme un capital à investir. Je ne dépense pas mon argent, je l'investis. Je ne jouis pas des biens dont je possède, je les utilise comme un capital à investir. Bien. Pour illustrer ce propos, Max Weber va citer un sermon de Benjamin Franklin qui est écrit en 1736 dans Necessary Hints to Those That Would Be Rich, et dont vous connaissez les termes dans l'ensemble, mais qu'il est intéressant de lire. Je vous lis le texte. Donc on est dans voilà, l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. On est page 87, on lit du Benjamin Franklin. Songe que le temps, c'est de l'argent. Celui qui pourrait gagner 10 shillings par jour grâce à son travail et passe la moitié de la journée à vagabonder ou à traîner dans son lit ne doit pas compter qu'il n'a dépensé que 6 pence pour son agrément personnel, ce sont 5 shillings supplémentaires qu'il a dépensés. Songe que le crédit, c'est de l'argent. Si quelqu'un laisse chez moi son argent alors qu'il doit lui être rendu, il me fait cadeau des intérêts ou de tout ce que je peux acquérir pendant cet intervalle, etc., etc. Songe que l'argent est de nature productive et prolifique. Outre l'ardeur à la besogne et la tempérance, rien ne contribue mieux à l'ascension d'un jeune homme dans le monde que la ponctualité et l'honnêteté dans les affaires. Et enfin, le pompon. Garde-toi de considérer comme ta propriété tout ce que tu possèdes et de vivre en conséquence. Et voilà, il faut prêter attention aux actes les plus insignifiants qui influent sur le crédit d'un homme. Si ton créancier t'entend frapper à coups de marteau à 5h du matin ou à 8h du soir, il repoussera de 6 mois ton échéance, mais s'il te voit à la table de billard ou entend ta voix à la taverne, à l'heure où tu devrais être au travail, il te réclamera son argent dès le lendemain matin, et voudra être remboursé avant que tu n'aies réuni la somme. Donc vous avez là des espèces de conseils, de maximes pour une bonne pratique. Et on peut y trouver tous les principes que Max Weber cherche à décrire et qu'on peut, de mon point de vue, assimiler à une désacralisation du monde. D'abord, toute l'activité humaine doit être liée à la production de richesse. Dès que vous ne faites rien, dès que vous êtes oisif, dès que vous êtes contemplatif, dès que vous êtes dans la rêverie ou avec vos amis, vous n'êtes pas en train de produire de la richesse, donc vous perdez de l'argent. Vous perdez tout l'argent que vous n'avez pas gagné. Deuxièmement, le temps, comme toute autre matière, comme tout autre objet dans le monde, peut faire l'objet du commerce. Troisièmement, la réussite est avant tout et d'abord individuelle. On n'est pas dans le cadre d'un outil de production qui serait la possession de tous, et de produits qui seraient la possession de tous, et de réussite qui serait d'abord et avant tout collective, mais bien d'une réussite qui est avant tout individuelle. Vous voyez aujourd'hui les grandes figures de la Silicon Valley, les Mark Zuckerberg, Steve Jobs, Bill Gates, on célèbre à travers eux des individus avec une réussite illimitée, et on condamne pas. On pourrait tout à fait se situer dans une société dans laquelle on trouve ça insupportable que des individus comme ça se singularisent par leur exceptionnelle réussite économique. Non. Nous, on est dans une position dans laquelle c'est normal, acceptable, voire glorieux. Alors non seulement les objets sont tous marchandisables, mais encore les relations entrent aussi dans la sphère de la marchandise
et du commerce. Le crédit, c'est-à-dire la confiance qu'on vous fait, ça n'est pas quelque chose à placer dans le registre amical, familial, mais dans un registre transactionnel capitaliste. Le crédit, la confiance, c'est un moyen, ce n'est pas une fin, c'est un moyen pour avoir plus d'argent sur un délai plus long. En gros, plus on vous fera confiance, plus on verra votre travail, plus on vous fera confiance pour vous prêter de l'argent. Donc même ce qui nous lie les uns aux autres est une matière commerciale, un outil économique. Non pas une fin en soi, mais un moyen. Je vais rebasculer ça dans votre quotidien. Prenez l'exemple des coups de marteau là qu'ils nous donnent. Si ton banquier te voit taper du marteau à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, il t'aimera bien, il te fera crédit. Tandis que, j'ai vu le chat, hein. Tandis que s'il te voit au billard, il t'aimera pas. Bon. Dans la vraie vie, c'est le contraire qui est vrai. Non pas avec le banquier, mais avec le voisin. Si ma voisine tape des coups de marteau à 1h du matin, ou, et c'est le cas, utilise le mixeur au milieu de la nuit parce qu'elle prépare ses frichtis avant de partir travailler de nuit. Moi, ça me la rend pas du tout plus aimable, hein. Au contraire, je l'aime de moins en moins, et on fait de moins en moins communauté parce que je l'entends taper à coups de marteau ou faire du mixeur la nuit. On forme de moins en moins communauté affective, communauté de bon voisinage. En revanche, effectivement, par son activité, elle pourrait convaincre un banquier du fait que c'est un agent économique efficace. Donc voilà, ce que nous décrit à travers ça Max Weber, c'est un pan entier de la modernité dans lequel nous allons de plus en plus vers des relations efficaces et de moins en moins vers des formes de communauté affective. De plus en plus vers des formes de socialisation comme des ensembles rationnels opérationnels, et de moins en moins comme des communautés d'affect. Inversement, si je croisais mon voisin ou ma voisine au bistrot, chez le Hakim, le bar d'en face, etc., ben on serait probablement plus copains. Là, c'est pas de ça dont il s'agit. Il s'agit surtout pas de faire communauté. Il s'agit d'être efficace, économiquement parlant. Donc, désacralisation du monde, en ce sens que tout est marchandisable, tout peut rentrer dans le jeu commun de la marchandise. Individualisation de la réussite du destin, voilà, individualisation de la réussite. Désacralisation des liens. C'est-à-dire que les liens ne sont plus des fins, mais des moyens. Vous voyez, quand tel ou tel politique dit, des croissantistes par exemple, il nous faudrait moins de biens et plus de liens. C'est de dire, dans le fond, les liens, ce qui nous lie, notre affection, peut être considéré comme un bien commun, en dehors de la production de valeur économique qui permettrait la croissance. Inversement, qu'est-ce que c'est que des liens considérés comme des moyens? C'est l'idée du réseau social professionnel, c'est LinkedIn par exemple. Ça, c'est la relation considérée non pas comme un bien en soi, mais comme un bien pour une autre fin, qui est la réussite économique. Alors, question de iPhone de Charlotte Sargos. Est-ce que les protestants avaient cette philosophie à l'argent pour protéger leur communauté? Je dirais les choses très différemment. D'abord, dans le protestantisme, et notoirement dans l'idée fondamentale de mettre à distance l'Église comme intermédiaire, mais aussi comme production de symboles, comme lieu de production de symboles, il y a cette idée d'individualisation de la relation à Dieu. Et donc ces doctrines de prédestination et cette notion de vocation permettent de créer un lien direct entre l'individu et Dieu, et qui ne soit pas médié par l'Église. C'est d'abord à cet endroit-là. Ensuite, ce que va décrire Max Weber de manière très précise, c'est comment est-ce que ces fonctionnements qui mettent en avant l'individu fonctionnaient en réalité, étaient mis en place à l'échelle de communauté. Ces fonctionnements étaient mis en place à l'échelle de communauté. En d'autres termes, pour entrer dans telle ou telle communauté aux États-Unis, dans telle ou telle ville, souvent dirigée par telle ou telle église évangélique, vous deviez adhérer à l'église évangélique, il y avait une enquête de moralité sur vous. Une fois que vous étiez reconnu comme honnête,
d'une certaine manière, on investissait sur vous. Je sais pas, vous êtes dentiste, par exemple, tout le monde venait voir ce dentiste-là. Vous réussissiez économiquement, et cette réussite économique venait valider le choix de la communauté et, par ailleurs, votre qualité personnelle, votre qualité propre. La dégénérescence, si vous voulez, c'est en fait d'enlever la divinité de tout ça et d'enlever la communauté de tout ça. La dégénérescence, c'est de ne garder que la désacralisation du monde, tout peut être marchandisé, la désacralisation de la relation, tout peut être vendu en termes de relation, et enfin, l'individualisation de la réussite. Et on pourrait rajouter un quatrième terme, sacralisation de l'argent. La seule chose sur laquelle on ne peut pas revenir, c'est l'existence de l'argent et la possible marchandisation de tout. Et ça nous rappelle d'autres choses hein, dans l'épisode de la Covid-19. On ne veut pas sacraliser le corps des soignants en les traitant d'une manière exceptionnelle. On doit les traiter comme tout le monde. Tout le monde, c'est littéralement comme le profane. Et par conséquent, ils seront soumis à la même rationalité économique que tous les autres secteurs de l'économie. Donc on ne peut pas céder sur le principe économique. De la même manière, notre gouvernement d'inspiration libéral, parce que c'est un mix, hein, il y a du néolibéralisme, de l'ultralibéralisme et de l'ordolibéralisme, puis de la technocratie dans leur mix. Ce gouvernement-là ne peut pas, par exemple, pour obtenir de meilleurs résultats sanitaires, nationaliser des pans de l'économie. Ça n'entre pas dans son cahier des charges. Ça n'entre pas dans ses représentations. Ça fait partie de l'intouchable. C'est impossible. D'accord ? On ne peut pas, par exemple, penser à une nationalisation de la production de masques et à la distribution gratuite de masques, à toutes et à tous. Il va même être intéressant de voir si les vaccins vont être totalement gratuits ou pas. Et même d'ailleurs s'ils vont être obligatoires. Bien, donc, les protestants d'abord n'avaient pas cette philosophie, ils ont développé les éléments dont on a parlé, c'est-à-dire ascétisme, vocation et doctrine de la prédestination, dans des fins totalement différentes de celles qui ont abouti à terme à ce qu'on décrit comme une organisation capitaliste de la vie sociale. C'est une dégénérescence. Eux, ils ont construit ça d'abord dans une reconstruction de l'individu par rapport à l'Église, par rapport à son destin et par rapport à sa communauté. Voilà. Donc, il ne s'agit pas pour les protestants d'avoir construit un modèle permettant de garder l'argent à l'intérieur de la communauté. Ce serait vrai à l'échelle de toute petite communauté, mais c'est faux si on considère que le capitalisme a très rapidement mis en relation et mis en échange des continents entiers. Bien. Et qu'il s'oppose presque par nature à tout ce qui va sacraliser tel ou tel aspect de l'économie, par exemple les corporations. Les corporations qui disaient nous on veut un monopole de la vente de draps ou de la vente de vin ou des ouvrages en pierre sur telle zone. Et cette corporation refuse tel ou tel nouveau procédé qui serait plus rentable au nom des règles du métier. Le capitalisme refuse ça, puisqu'on ne peut pas sacraliser quelque chose au nom d'une réalité sociale ou d'une valeur sociale ou d'un imaginaire social. On ne peut le justifier que par une meilleure rentabilité. Bien. Donc, vous voyez comment, finalement, on a des ingrédients qui ont abouti à tout autre chose que ce pourquoi ils avaient été injectés, c'est-à-dire, globalement, une désacralisation de la totalité des biens de la création, une désacralisation des liens entre les humains, une individualisation de la réussite et de la valeur de l'action, et enfin une sacralisation de l'argent. Bien. Alors, ceci étant posé, je vais vous laisser un petit peu la parole. Et d'ailleurs, on va... Voilà, c'est un peu la parole. Est-ce que vous voyez, dans l'épisode de la Covid-19, des faits qui manifestent le désenchantement d'un côté
et, euh, et la désacralisation de l'autre. Ces deux traits de notre modernité, un monde désenchanté et désacralisé, on pourrait dire, dont on a enlevé la magie et le sacré. Voilà. Est-ce que ces deux traits-là, vous les repérez dans des faits, des événements, des types de réactions à l'occasion de la Covid-19? Je vous invite à prendre la parole. Ça fuse pas. Alors pour vous inspirer, je vais commencer par vous donner des exemples. Alors, premier exemple tout simple, euh, la réaction de la population française en général et des petits commerçants en particulier aux mesures prises lors de la deuxième vague, euh, pardonnez-moi, lors du deuxième confinement. Alors qu'est-ce qu'on a vu? On a vu des syndicats de petits commerçants, des organisations de petits commerçants, des associations se positionner contre les mesures qui ont été prises en disant pourquoi est-ce que vous fermez nos commerces, c'est insupportable. Euh, et regardons ensemble au nom de quoi ils l'ont fait. Est-ce qu'ils l'ont fait au nom de valeurs sacrées? Non. Ils l'ont fait essentiellement au nom d'une rationalité qu'ils ne comprenaient pas. En disant, dans nos magasins, il y a très peu de risques de contamination. Si vous continuez à nous fermer, économiquement c'est la catastrophe, on va s'effondrer. Pourquoi est-ce que vous autorisez les gens à prendre le RER et pas à venir dans nos petites boutiques? Rationnellement, on ne comprend pas. Nous réclamons une explication rationnelle ou des politiques plus rationnelles. Donc ça a été une exigence de rationalité. En fait, si on prend un pas de recul, qu'est-ce qu'on voit? Le gouvernement est obligé de faire des arbitrages entre deux types de rationalité, rationalité économique et rationalité sanitaire. Il fait le choix, pour ne pas trop impacter l'économie, d'autoriser les déplacements, les transports pour aller au travail. Mais, toujours maintenant dans une logique sanitaire, il interdit des déplacements qu'il considère comme inutiles parce que ne répondant pas à des besoins de première nécessité. Et alors là, il s'engage dans une mécanique qui détruit la possibilité d'expliquer, parce que entre les deux rationalités, il y a un espace dans lequel des arbitrages subjectifs sont produits. Alors, premier exemple, le choix des termes. Vous êtes des commerces non essentiels. Alors c'est déjà difficile à entendre, mais par ailleurs c'est très maladroit. Pourquoi? Parce que ça rend compte d'une décision rationnelle. Nous limitons les déplacements non nécessaires par un usage d'un terme, par l'usage d'un terme qui ne répond pas à ce régime de signification. Essentiel, ça relève d'un jugement de valeur. En fait, ça relèverait plutôt du registre du sacré. Quelque chose qui est essentiel à la vie, c'est quelque chose qui relève plutôt du registre du sacré, mais surtout qui relève d'une évaluation personnelle. Chacun peut trouver, bon, pour moi, les livres, les librairies sont essentiels, c'est essentiel à ma vie. Voilà, contrairement au Carrefour ou au supermarché, qui par contre ne sont pas du tout essentiels. Par contre, si on me dit est-ce que les livres relèvent de besoins de première nécessité, je peux objectivement considérer que non. Si je cesse de lire, je ne meurs pas, tandis que si je cesse de boire, de me chauffer et de manger, je meurs. Donc en choisissant essentiel et non pas de première nécessité, ils ont choisi quelque chose de subjectif et non pas d'objectif, et donc à cet endroit-là, ils se sont situés dans une position étrange où, entre deux rationalités, ils produisaient comme justification d'un arbitrage un élément irrationnel, un élément subjectif. Bien. Donc face à ça, c'est la population qui a dit on veut du rationnel, on veut du rationnel, on veut du rationnel.
C'est une réaction très intéressante parce qu'on voit que la rationalité a plutôt été imposée par l'État, par le management, enfin du haut vers le bas, et là on a une réaction qui est un peu inverse, c'est la population qui demande du rationnel. Bon. Euh, en continuant par là, le, les commerçants disent euh, les gens se contamineraient moins chez nous. Pourquoi est-ce que vous laissez les autres travailler? Et la réponse, en gros, c'est on ne peut pas stopper l'économie, mais selon certaines parties. Et à cet endroit-là, là encore, on a un arbitrage irrationnel qui vient choquer de rationalité. Parce que pourquoi est-ce qu'on laisse des gens aller au bureau pour produire des activités non essentielles, alors qu'on interdit à des gens d'être dans leur boutique pour vendre des choses? Bon, parce qu'on doit limiter les déplacements, etc. Donc vous voyez la mécanique dans laquelle deux rationalités mises côte à côte avec des arbitrages au centre sont justifiées par des prises de décision qui reposent sur du subjectif et donc qui sont en ce nom repoussées par la population. Et face à ça, le gouvernement ne dispose pas du sacré comme argument. Il ne peut pas dire mais oui mais ça c'est sacré, on ne peut pas y toucher. Bien. Voilà pour moi par exemple un premier exemple dans lequel on est confronté à une manifestation de la désacralisation. C'est-à-dire qu'on ne dispose plus, pour discuter du bien commun, que d'éléments de rationalité. Ces éléments sont totalement satisfaisants et ça crée en quelque sorte une grande brèche pour le pouvoir. Bien, enfin, contre lui. Est-ce que vous avez d'autres éléments? Ben, décidément, vous n'êtes pas très bavard aujourd'hui. Désacralisation des liens, les liens sont mal vus, en particulier les liens physiques. Ben, je vais vous dire les choses autrement. C'est-à-dire, ça a été très très mal vécu pendant le premier confinement. Euh, le fait d'aller voir ses parents, la piété filiale, le fait d'aller voir ses enfants, ses petits-enfants, etc., n'est pas sacré. C'est un objet qui est, enfin, pardon, c'est un ensemble de relations qui est susceptible, selon des critères sanitaires, de faciliter la diffusion du virus, et par conséquent, c'est identifié comme un risque sanitaire et économique. Par conséquent, pour éviter la crise sanitaire et pour éviter la crise économique, on demande de limiter les relations, même les relations avec les personnes les plus âgées, surtout les relations avec les personnes les plus âgées, mais aussi les relations avec les plus jeunes, et entre les plus jeunes, et notamment entre vous étudiants. Donc à cet endroit-là, aucune relation ne disposant d'un caractère sacré, aucune relation ne peut être protégée des mesures de biopolitique, des mesures de gestion du stock humain. Bien. Donc effectivement, la désacralisation des liens se manifeste à cet endroit-là. Aucune relation n'est assez sacrée pour être à l'abri des mesures de gestion qui ont pour but une optimisation sanitaire et une optimisation économique de la société. Vous avez tout à fait raison. Est-ce que vous avez d'autres exemples? Moi, j'ai vraiment des exemples tout simples à vous proposer. Est-ce que les églises ont pu ou n'ont pas pu être fermées pendant la Covid? Réponse positive. On a pu demander aux représentants des cultes de suspendre ou de dématérialiser leurs cérémonies en imaginant qu'elles n'étaient pas assez sacrées pour transcender en quelque sorte les mesures qui sont prises dans le cadre d'une rationalité économique et sanitaire. Même les matchs de foot, c'est vous dire. Est-ce que vous avez d'autres exemples? Moi, j'ai des exemples par dizaines, mais j'aimerais bien partager un peu ce temps avec vous.
Les funérailles dans les effectifs sont limitées. Alors, merci à Gabi Oliveira et à Joseph, à Margot Joseph, bref, à vous, pour vos interventions. En ce qui concerne les funérailles, vous avez doublement raison. Vous avez raison d'un point de vue individuel et vous avez raison d'un point de vue collectif. D'un point de vue individuel, parce que les morts étant totalement désignifiées, ne signifiant rien, elles ne sont pas sacrées à cet endroit-là, et par conséquent, on peut les gérer selon une rationalité d'abord sanitaire puis économique. D'abord sanitaire pour éviter la contamination et éviter que cette contamination ne vienne encore ralentir l'économie. Donc effectivement, quand quelqu'un parmi nous meurt de la Covid-19 ou d'autres choses, nous sommes obligés de nous soumettre à des critères sanitaires pour voilà, pour rendre les derniers hommages. Alors, par exemple, en début de confinement, mon grand-père est décédé et on a pu se réunir à un tout petit nombre, on en devait être 6 ou quelque chose comme ça, ou 7, et pour lui rendre les derniers hommages. Et si vous voulez, tout là-dedans disait à la fois comment les individus, les autres membres de la famille, ceux qui n'y sont pas allés, avaient incorporé la contrainte, mais aussi comment les institutions avaient incorporé la contrainte. C'est-à-dire qu'il est décédé de la Covid, mais on ne nous l'a pas vraiment dit. Il serait de toute façon probablement décédé d'autre chose, dans un contexte sanitaire dans lequel plus personne ne s'occupait des personnes âgées, parce que c'était plus du tout la priorité c'était la Covid. Il était en hôpital à ce moment-là. Donc, si vous voulez, c'est vraiment typiquement, on nous l'a annoncé quasiment par SMS, quoi. C'est-à-dire que c'était, alors qu'on l'avait vu la veille et l'avant-veille, c'était vraiment un traitement mécanique, un traitement complètement déshumanisé, d'une mort qui n'avait pas de sens, qui était un indicateur statistique modifié, et avec ensuite un ensemble de contraintes à respecter pour non pas rendre les hommages, mais surtout, d'abord et surtout, se conformer aux règles sanitaires. Bon, ça c'est à l'échelle individuelle, mais à l'échelle collective, exactement de la même manière, on ne peut pas rendre de culte collectif aux morts de la Covid, comme on peut rendre un culte collectif aux morts de la guerre 14-18, parce que ils ne sont pas morts dans le cadre d'une signification collective. A posteriori, même a posteriori, nous ne savons pas dire ils sont morts pour la France, ils sont morts pour nous, ils sont morts avec nous, ils sont morts de notre... Il n'y a rien de collectif. On n'arrive même pas, à demander pardon collectivement aux morts de la Covid, parce que finalement c'est nous qui avons produit socialement le virus, à l'échelle mondialisée certes, mais à l'échelle nationale et à l'échelle de chaque localité aussi. Donc, même par rapport à ça, on a complètement désignifié la mort, on l'a rendue insignifiante d'un point de vue collectif, de telle sorte que nous ne savons pas rendre hommage collectivement à la totalité des morts de cette épidémie. Donc oui, vous avez tout à fait raison. Allez, je vous laisse encore une intervention, et après je donne ma dernière à moi, et on conclut. Est-ce que vous avez d'autres images comme ça de la manière dont la désacralisation du monde, des relations, et puis de l'autre côté le désenchantement du monde se manifeste dans la Covid-19 ? Les rencontres et soirées étudiantes, généralement considérées comme sacrées, rites de passage pour les premières années, sont interdits par rationalité sanitaire. Ces événements sont donc désacralisés, et les rencontres, interactions sociales de façon générale. Ouais, bon d'accord, mais en fait, contrairement à certains rituels étudiants, par exemple étaient les bizutages, ou chez les médecins, les salles de garde, je n'irais pas jusqu'à dire que les soirées étudiantes étaient sacrées et ont été désacralisées.
là où on touche à quelque chose qui pourrait peut-être par une certaine partie de la population être considéré comme sacré, c'est à la notion de jeunesse, ce que c'est qu'une jeunesse. Est-ce qu'on a le droit à une jeunesse? Est-ce qu'on a le droit à un temps d'insouciance? Et on voit fleurir des articles quand même qui nous disent mais on ne peut pas priver la jeunesse de sa jeunesse, on n'a pas le droit de priver la jeunesse de son insouciance. Et là effectivement il y a un point de tension. Parce que peut-être que pour le sens commun, il est crucial que des individus, avant de se lancer dans la vie active, aient le droit à une vie de jeune adulte, non consacrée au profit, mais consacrée à l'épanouissement, consacrée à la jouissance. Et effectivement, il est possible de considérer euh, que d'une certaine manière, la sensibilité commune, le sens commun soit blessé du fait qu'on attente à quelque chose de sacré dans le social et qui serait cette part laissée à la jeunesse, le fait de vivre une jeunesse considérée comme un moment d'insouciance, etc., si tant est que ça existe réellement. Quand je vois vos vies aujourd'hui, je ne suis pas tout à fait certain que ce soit encore un concept tout à fait pertinent, tant j'ai pas l'impression que vous viviez particulièrement dans l'insouciance. Mais plutôt dans des formes variées et diverses de précarité et d'inquiétude. C'est pas mon domaine, j'y connais rien, mais le sport par exemple, quand les stades sont vides, il n'y a pas de professionnels. Je sais pas si ça. Bah si, c'est un bon exemple, le sport, c'est un bon exemple en ce sens que, euh, littéralement, bien que ça relève d'une rationalité économique euh, et d'un business, euh, les stades de foot sont considérés de même que les matchs, sont considérés par une bonne partie du public comme relevant du sacré, comme relevant du transcendant, comme relevant de... Et en même temps, c'est aussi le lieu de nombreuses comment dire, théories magiques, chants, rites, etc. Donc effectivement, le fait de le suspendre totalement, ça relève d'une logique de désacralisation. Mais en fait, pour moi, ce qu'il est plus pertinent d'observer, ça n'est pas les désacralisations pendant la période du Covid, c'est de manière générale comment un monde désacralisé a pu donner naissance à un phénomène social tel que celui que nous observons à l'occasion de l'épidémie de Covid-19. Alors je vous donne un dernier exemple et puis on va s'arrêter là. Euh, mais c'est un exemple, je crois que j'ai déjà évoqué. Euh, mais il m'intéresse parce que, encore une fois, c'est plutôt une demande de la population par rapport aux élites, comme si cette rationalisation du monde était parfaitement intégrée. Euh, et en même temps, qu'elle pose problème. Moi, j'ai remarqué, comme tout le monde en fait, qu'il était insupportable pour la population et pour le sens commun de voir des vérités changer. Et donc des ordres devenir illégitimes peu de temps après. Parce que si un ordre dépend de l'état de l'art, je vous demande de prendre telle précaution parce que les scientifiques me disent que y a un danger à cet endroit-là. Cet ordre peut complètement perdre sa légitimité dès lors que la science fait un progrès. Sur les masques, par exemple, on a vu ça, sur les enfants, on a vu ça. Et là, vous voyez comment cette instabilité de la connaissance scientifique disconvient totalement à ce qui est attendu par la société. Voilà. Et pour moi, c'est un exemple extrêmement parlant. Bien, j'espère que ce cours sur ces deux textes de Max Weber a pu vous être profitable et vous apporter des éléments pour comprendre ce qui s'exprime de notre modernité à travers cette épidémie. J'ai pas vu de questions auxquelles il fallait répondre dans le chat, donc je n'y réponds pas. Merci Gabi Oliveira. Pouf pouf. Donc je vous informerai sur la possibilité de faire de manière légale des captations publiques pour celles et ceux qui auront du mal à se connecter. J'espère d'ici là obtenir enfin mon espace personnel sur l'ENT, que j'ai toujours pas, alors que ça fait 14 ans que j'enseigne là, pour pouvoir m'adresser à vous directement et rapidement. Si c'est pas le cas, ça passera par YouTube, je vous informerai de la façon de procéder. D'abord si j'ai trouvé une solution ou pas, et si oui, où auront lieu les captations. Sur ce, je vous souhaite
une bonne semaine. N'hésitez pas à me solliciter par mail si vous avez le moindre problème de compréhension ou de scolarité, voilà, de manière générale. Et puis à bientôt. Au revoir. Au revoir, au revoir.